Mali. L'exemple date de tout à l'heure. Il y a plusieurs citernes pour magnifier aussi la solidarité des États membres de l'AES, de nos frères du Niger, qui sont rentrés tout à l'heure dans la ville de Bamako. Nous avons constaté malheureusement cette cabale médiatique contre notre pays. Il ne faut quand même pas oublier que le Mali fait face au terrorisme depuis plus d'une dizaine d'années. L'armée malienne est de plus en plus dans l'offensive. C'est une armée qui se projette très loin, qui se projette très haut et qui se projette très fort partout sur l'ensemble de son territoire national. Aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre de ce territoire où l'armée malienne n'est pas en mesure, soit avec ses drones, soit avec ses hélicoptères, soit avec ses unités, de frapper toutes les menaces terroristes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et à la suite de cela, les terroristes aussi, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national malien. Il n'y a pas une localité. Je le précise bien, il n'y a pas une localité que ces groupes-là contrôlent, que ce soit au nord, au centre ou au sud du Mali. Et en plus de cela aussi, aujourd'hui, c'est-à-dire l'armée malienne arrive à opérer sur l'ensemble du territoire national. Donc, face à cette... Le journaliste qui le coupait à chaque fin de prise de parole a eu l'audace de poser la question. Que pense réellement ce monsieur de la petite musique médiatique qui parle à longueur de journée de chute, d'encerclement et d'effondrement de Bamako, comme si, soudain, tout le monde avait oublié que France 24, TV5, RFI, LCI ou Le Monde ont offert une tribune royale à des opposants déboussolés, des exilés ou analystes pro-occidentaux sans le moindre contrepoids. Mais avec un casting pareil, on s'attendait à quoi? Mais à de la propagande, pas une analyse factuelle. On a vu débarquer un troll venu expliquer que le Mali allait tomber dans les heures qui suivent, que les terreaux avaient déjà envahi tout le pays, que Bamako était encerclé, que le président Assimi Goïta c'était fini. En parallèle, les grands médias enchaînaient les titres catastrophiques basés sur des sources anonymes ou sur des ONG. Résultat, Bamako est toujours debout. Et aucun de ces prophètes de malheur n'a eu le courage de revenir justifier ses délires. Ils ne veulent pas reconnaître que le gouvernement malien s'adapte. Les FAMA opèrent sur tout le territoire, du centre au nord, et éliminent les terreaux. Et ces terreaux incapables de tenir face aux offensives frontales et aux ripostes spectaculaires des FAMA et de leurs alliés, se replient désormais sur une stratégie d'usure économique et psychologique parce qu'ils ont échoué. Mesdames et messieurs, je vous l'avais déjà dit ici, il y a 2 semaines, le gouvernement malien allait résoudre cette crise. Il est en train de la résoudre. Dans la vie, soyez patient. Mali. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons sur les 19 rejoints que compte le Mali, plus le district de Bamako qui a le statut de région, il n'y a pas une région qui est entièrement contrôlée par les groupes djihadistes. Donc la situation n'est pas alarmante au point d'évacuer les ressortissants. Tout le défi n'est pas de prendre simplement le pouvoir, c'est aussi de pouvoir l'exercer dans une ville comme Bamako, qui est immense de 3,5 millions d'habitants. Ce n'est pas évident que le GNIM, dans sa situation actuelle, soit dans la capacité d'avoir les ressources humaines qu'il faut pour administrer une ville comme Bamako. Seydi Kaba, le GNIM, en français groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dispose de quel soutien au sein de la population malienne? Non, en réalité, il n'y a pas un soutien populaire, il n'y a pas d'adhésion. Il y a le fait que le GNIM ne soit pas en capacité d'administrer une seule de 20 régions du pays, laisse le sentiment que la situation n'est pas encore perdue du côté du pouvoir malien qui estime que tant que le GNIM n'aura pas conquis l'intérieur du pays, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a même pas de raison pour le pouvoir de Bamako de faire appel au mécanisme de solidarité qui devait se mettre en place automatiquement. Aucune région du Mali n'est sous contrôle des terreaux. Ils mènent des incursions, posent des embuscades, attaquent puis s'enfuient, se font même éliminer, mais pas un seul chef-lieu de région n'est entre leurs mains. Alors, venir parler d'encerclement, de scénario syrien ou de blocus alors qu'ils ne contrôlent aucune grande ville, c'est juste du pur non-sens stratégique. Certains voisins du Mali entretiennent le même schéma médiatique utilisé contre la Syrie, l'Irak, la Libye, et ce sont les premiers à venir dire qu'ils tendent la main au Mali. Quelle honte! Tout est fait ici pour créer un climat de panique, de peur, de terreur, délégitimer le gouvernement et préparer l'opinion internationale à l'idée que l'État malien va tomber. Or, c'est faux. C'est de la guerre psychologique, pas de l'analyse militaire. Le Bamako encerclé et prêt à tomber, c'est un mensonge. Pour encercler une capitale, il faut contrôler les axes majeurs, couper les routes, assiéger les approvisionnements, empêcher l'armée de manœuvrer. Or, Bamako est connecté par plusieurs grands axes que les terreaux ne contrôlent pas. Point. Les femmes tiennent les points d'accès stratégiques. Les terreaux n'ont ni effectif, ni matériel, ni logistique pour bloquer une ville de plus de 3 millions d'habitants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils appellent les populations locales à l'insurrection. C'est du jamais vu. Ils n'ont pas les moyens de faire plus. Bamako n'a jamais été sous la moindre menace d'encerclement réel. C'est de la propagande servie par ceux qui détestent le gouvernement malien simplement parce qu'ils ne profitent plus du système. Tout ça, c'est une guerre de récit. Ce n'est pas une guerre de position. C'est tout. Trump les a eus. Zelensky a jusqu'au 27 novembre
pour accepter le plan rédigé par Trump. Un plan négocié directement entre Washington et Moscou, sans même prévenir Bruxelles ni aucune capitale européenne. Ce plan bouleverse totalement la stratégie européenne sur le vol des avoirs russes qu'ils avaient planifiés. Le plan de Donald Trump recentre tout entre les mains des États-Unis et impose un partage avec Moscou. Résultat, l'Europe est marginalisée, déstabilisée et son projet de voler les avoirs russes tombe à l'eau. Pire encore, l'Europe devra contribuer à hauteur de 100 milliards d'euros à la reconstruction de l'Ukraine. Washington met Kiev devant un ultimatum. Accepter les conditions américaines ou affronter l'hiver seul. Et sans le soutien des États-Unis, la Russie écraserait l'Ukraine, elle récupérerait tout le Donbass et avancerait au-delà en quelques jours. Sans les États-Unis pour l'armée ukrainienne qui dépend entièrement du renseignement et de la logistique américaine, ce serait un cauchemar. Zelensky déclare qu'il rejette ce plan et qu'il ne trahira jamais le peuple ukrainien. Mais de quel peuple parle-t-il exactement? De celui qu'il envoie se battre contre la Russie sans jamais lui demander son avis, ou de celui qu'il a qualifié de renégat dès qu'il a voulu son indépendance? Zelensky cherche le pouvoir et l'argent. L'Ukraine, au fond, il s'en moque. C'est un proxy utilisé par les Occidentaux pour affaiblir la Russie, que cela plaise ou non. Les États-Unis restent le seul partenaire décisif de Kiev. Sans Trump, tout s'effondre. La France, elle, ne lui vend que du vent, de la communication et des illusions comme elle le fait en Afrique. Macron n'a aucun moyen réel de contrer Moscou. Le vice-président américain J.D. Vance a raison dans sa publication. La paix ne viendra pas de diplomates incompétents ni de politiciens déconnectés de la réalité. Il parle des dirigeants européens obsédés par la menace russe alors qu'ils n'ont même pas les moyens de soutenir l'Ukraine comme ils le prétendent. Quelle mascarade! Sacré Donald Trump, les États-Unis ont prévenu l'OTAN. Si Zelensky refuse de signer un accord de paix, l'Ukraine fera face à une situation encore pire et perdra davantage de territoire car Washington retirera son soutien à Kiev. La Maison-Blanche considère que Zelensky sera inévitablement forcé d'accepter le plan américain. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un avertissement. Il a été dit sans ambiguïté aux responsables ukrainiens que les États-Unis attendent d'eux qu'ils valident un accord dans les plus brefs délais. Toute éventuelle modification future ne dépendra que du président Trump. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une position personnelle de Trump. Tout son gouvernement estime désormais que l'Ukraine ne gagnera jamais cette guerre. Cet épisode où on vantait une victoire ukrainienne est terminé. Même avec des sanctions supplémentaires, plus d'armes occidentales, plus d'argent, l'issue reste la même. L'Ukraine perdra. Trump lui-même reconnaît qu'il n'a plus rien à sanctionner en Russie. Tout a déjà été frappé, mais avec la Chine et l'Inde derrière Moscou, ces sanctions sont vouées à échouer. Résultat, Washington n'a plus aucun levier pour faire plier le Kremlin. Alors, pourquoi prolonger une guerre qui épuise l'Europe et permet à la Russie d'avancer? D'autant que Moscou contrôle désormais des zones stratégiques riches en terres rares, exactement ce que Donald Trump veut. Les États-Unis ont intérêt à reprendre le commerce avec la Russie et le plan de paix de Donald Trump le montre clairement. Il veut un accord direct avec Poutine. Leur rencontre en Alaska a d'une certaine manière scellé le destin de l'Ukraine. Aujourd'hui, pour les États-Unis, la seule option qui reste à Zelensky, c'est de signer ou se battre sans eux. Et perso, je veux que Zelensky refuse de signer et choisisse de se battre aux côtés des Européens. Nous voulons vraiment voir jusqu'où la France ira pour soutenir l'Ukraine, parce qu'il est trop facile pour le président Emmanuel Macron de critiquer la Russie quand on sait qu'il n'a strictement aucun moyen de contrer Poutine sans l'appui des États-Unis. Macron affirmait que la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Très bien. Alors que Donald Trump se retire du conflit, et nous verrons enfin, sans les États-Unis, ce que vaut vraiment cette France qui vient en Afrique donner des leçons de sécurité et de démocratie.